Bonjour et bienvenue dans cette émission du 6 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais vous proposer une émission sur le thème Matrix du Covid et Avatar de la réalité sur la base d'un magnifique article que j'ai reçu d'un universitaire. L'article s'appelle « Matrix, Avatar, hypercrise occidentale de l'hyperréalité à l'éco-conscience » et donc l'auteur me l'a fait parvenir sous le pseudonyme de Lucas Pezbocha. C'est très intéressant de voir que je continue de recevoir pas mal de courriers et de courriels et de textes de la part d'universitaires et qui tous témoignent du fait qu'il est aujourd'hui totalement interdit dans le monde académique d'avoir une pensée qui s'éloigne un tant soit peu de la doxa, ce qui est évidemment gravissime sur le plan de la qualité de la pensée, mais aussi de la santé démocratique de notre société. Alors, on me reproche parfois de ne pas être un universitaire, mais c'est bien pour cette raison-là. C'est parce que j'ai toujours préféré appliquer l'anthropologie aux réalités de terrain en conservant, là encore, une indépendance d'esprit. Et je trouve juste hallucinant que des propositions de cette qualité, de cette intelligence, de ce degré de compétence soient aujourd'hui obligées de se soumettre à une publication sous anonymat. Alors ceci est la première de deux émissions que je consacrerai à cet article. C'est la moins réjouissante parce que nous allons être dans le constat, mais vous verrez que c'est un article qui ouvre sur des perspectives qui nous laissent caresser un certain optimisme quant à la crise que nous vivons. Parce qu'évidemment que celle-ci met à nu tout ce qui dysfonctionne dans notre société, mais aussi le côté non viable du projet de société que certaines élites délirantes ont concocté à pas vraiment notre intention, mais plutôt leur intention avec nous comme dommage collatéral. Alors ce papier, il postule l'hypothèse que les films Matrix et Avatar, qui ont été des énormes succès de box-office, nous ont fait entrer de plein pied dans les enjeux cruciaux du XXIe siècle, ceux dans lesquels nous sommes en plein aujourd'hui, en sachant qu'effectivement, les bons films sont des sortes de sagas mythologiques qui pénètrent les structures archétypales des spectateurs qui vont les voir, donc de milliards d'êtres humains en ce qui concerne ces deux films, mais que le cinéma étant également, selon les découvertes de Gilbert Durand et de l'anthropologie de l'imaginaire, un inducteur psychique puissant de l'expression des structures de l'inconscient, finalement, qu'on parle d'une fiction historique du Moyen-Âge ou d'une dystopie de science-fiction du troisième millénaire, les enjeux psychiques d'un film sont toujours ceux du présent. Le cinéma nous parle de nous-mêmes. Et donc, l'auteur repère dans le croisement du propos et de l'univers, des univers de ces deux films, en fait, différents niveaux de réalité. La Matrice 2, c'est le métavers hyper-réel de Matrix. C'est l'hyper-réalité dans laquelle nous sommes, c'est le monde numérique dans lequel nous pouvons avoir une vie qui est en grande partie découplée de la réalité réelle. La Matrice 1, c'est le monde physique qui est détruit et sous-naturé dans le film Matrix et surnaturé dans Avatar. Et la Matrice 0, originelle, c'est précisément le royaume originel d'Enya, déesse mère de Pandora dans Avatar, et il n'y a pas quoi que ce soit d'équivalent dans Matrix. Et donc, décrypte l'auteur, en intriquant le tissu matriciel mythologique des deux films, il devient possible de s'interroger sur certaines de leurs précognitions. C'est quand même des films qui datent d'un certain nombre d'années, immergés dans l'hypercrise systémique de la décennie dans laquelle nous sommes, 2020-2030. Et notamment, la problématique cruciale du contrôle de l'intelligence artificielle et des narratifs hyper réels en convergence NBIC, alors c'est un acronyme qui est utilisé dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, ça veut dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognition. Et donc on est aujourd'hui dans cet écosystème nouveau qui s'ouvre et avec cette interface homme-machine qui nous attend.
Mais également les guerres de cinquième génération, ce risque de dilution de l'humain ou de sa disparition derrière des procédés techniques, et puis des enjeux écologiques extrêmement vifs, mais qui sont en grande partie masqués par la crise soi-disant climatique. Alors il y a beaucoup de controverses qui devraient avoir lieu sur la place publique et dans les cercles scientifiques autour de la réalité du réchauffement climatique et de la responsabilité du CO2 dans le processus. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vraie crise écologique, mais qui va bien au-delà de ça, qui a trait à la pollution de l'environnement, à l'épuisement des ressources naturelles, à la destruction des écosystèmes. Donc, même si tout est focalisé actuellement sur le réchauffement climatique pour des motifs politiques évidents, il n'en reste pas moins que notre être au monde et la viabilité de notre espèce dans son interface naturelle avec l'écosystème terrestre est bel et bien posée. Et donc, se demande l'auteur, que pourraient nous enseigner ces films quant aux moyens de sortir de l'impasse civilisationnelle occidentale en cours, et notamment avec ses contresens et ses simulacres absolument prodigieux. Alors je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous l'extrait d'une interview de Klaus Schwab, le grand responsable du Forum économique mondial, par Darius Rochebin il y a quelques années, il y a 7 ans exactement, et voilà ce que disait celui qui a pour ambition de décider de notre futur, que nous soyons d'accord ou non. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça ? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Est-ce qu'on pensera différemment, selon vous ? Est-ce que ce sera une révolution si puissante qu'on concevra différemment le monde ? Oui, ça changera parce que beaucoup des tâches intellectuelles que nous exerçons maintenant vont être reprises par des machines intelligentes. Alors, ça va nous focaliser sur ce qui est vraiment humain, c'est-à-dire l'interaction, la passion, l'empathie, la passion, l'amour, etc. Je crois que cette révolution technologique, comme je l'explique dans le livre, a la possibilité de vous faire encore plus humain. Aimer encore plus avec la technologie. On verra, on verra. Oui, alors Klaus Schwab qui parle d'amour, ça laisse quand même une impression quelque peu mitigée, mais enfin vous voyez, lui part du principe que grâce à toutes ces innovations, on sera encore plus humain et qu'on aimera encore plus, mais avec 3 contresens majeurs. Déjà, l'intelligence artificielle, il faut le rappeler, ça n'existe pas, il y a du calcul puissant, mais l'intelligence, elle est faite de sensibilité, de sensorialité et d'incarnation, et par définition, les machines en sont incapables. Cela dit, quand il dit qu'il y a un ensemble de professions intellectuelles qui pourront être remplacées par de l'intelligence artificielle, comme il l'appelle, c'est vrai. Et on le voit actuellement dans le domaine du journalisme,
où des grosses boîtes de presse sont en train de licencier à tour de bras des humains pour les remplacer par l'équivalent des chats GPT. Mais en même temps, ces journalistes ont fait jusqu'à aujourd'hui un travail qui était tellement médiocre et qui n'était justement que du ressassement de préjugés qu'on comprend bien que dans ce registre très médiocre de l'intelligence, qu'il faut plutôt appeler de la stupidité, eh bien oui, il est possible de faire de la stupidité artificielle. Et puis ce côté alors désirable de l'interface homme-machine automatique, c'est une évidence évidemment pour Klaus Schwab et sa logique technocratique moderne sur le plan des idées, mais évidemment qu'elle pose malgré tout un ensemble de questions. Alors évidemment, dans Matrix, on se souvient, il y a cette tentation de l'engloutissement involutif dans le monde artificiel de l'hyperréalité, comme l'a appelé Umberto Eco et après lui Jean Baudrillard, c'est-à-dire un simulacre de réalité qui n'a plus rien à voir avec le réel tel qu'il existe bel et bien, et évidemment que la pandémie nous en donne un exemple. Donc, je rappelle une fois de plus que cette pandémie n'a au final pas été plus grave qu'une grippe annuelle, que non, les hôpitaux n'ont jamais été engorgés, que oui, des personnes sont décédées, mais avant tout du manque de soins. On sait aujourd'hui que le SARS-CoV-2 était en circulation dès le mois de mars 2019 dans nos pays, et s'il n'y a pas eu de catastrophe entre mars 2019 et mars 2020, c'est parce qu'on a soigné les gens. Quand on a arrêté de soigner les gens et qu'on a bloqué la société, ça a créé un soubresaut, mais qui est resté malgré tout très limité. Et donc, cette réalité-là que je vous nomme est totalement occultée par le médiavers pour lequel il y a eu une épidémie terrifiante. Nos autorités nous ont protégés en nous contraignant à des mesures certes désagréables mais qu'il fallait absolument passer. Les hôpitaux ont été engorgés, aucun traitement n'était disponible, il fallait attendre le vaccin, il y a eu une surmortalité épouvantable, ce qui est faux. Et tous ceux qui essayaient de vous faire croire le contraire étaient des ennemis qui essayaient d'instiller le virus du complotisme dans votre esprit. Et là, on voit bien qu'on est dans deux réalités parallèles. Et pour vous en donner encore une illustration choquante, il y a une surmortalité énorme et inexpliquée à ce stade en 2021 et 2022, qui n'est pas due au coronavirus. Et alors même qu'elle sort dans toutes les statistiques, les médias et les politiciens l'occultent. Donc ils hurlaient à la surmortalité en 2020 où il n'y en a pas eu, si on compare les statistiques pondérées avec le vieillissement de la population, mais en 2021-2022, il y a une forte surmortalité qui n'intéresse personne. Et Laurent Toubiana, en France, a demandé par une pétition au Sénat que les données soient révélées sur les causes de décès et le statut vaccinal pour voir si les personnes qui se sont fait injecter connaissent des taux de décès supérieurs aux non-injectés dans les différentes classes d'âge, ce que les données anglaises sont en train de révéler, eh bien l'État français continue de refuser, désormais au motif que ça ferait quand même pas mal de travail et qu'il faudrait au moins une personne à temps plein pendant 15 jours pour établir le croisement des fichiers. Non mais attendez, pour une surmortalité où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes surnuméraires qui meurent sans qu'on sache pourquoi, voilà ce que rappelle l'État français. Et donc, nomme l'auteur, ressembler à tous les autres, dans une sécurité illusoire, être logé, nourri, soigné, protégé, infantilisé, distrait, normé et homologué dans une simulation démocratique. Un profil marchand numérique en devenir d'objets connectés. Nous devenons des objets connectés dès lors que nous sommes entièrement prévisibles et remplaçables par de la stupidité artificielle. Soumis aux ordres hiérarchiques sociétaux, sans être en désir, ou capable de les remettre en perspective pour en apprécier ou non leur justesse, quel confort. Et s'en extirper, quelle souffrance. C'est ce qu'exprime dans Matrix le traître à la résistance Cypher, ayant opté de revenir dans le bien-être superficiel, la richesse factice et la paresse voluptueuse de l'illusion. Et tous les spectateurs de ce film se souviennent de cette séquence célèbre, avec plusieurs niveaux de lecture, du choix entre les deux pilules, la bleue du sommeil ou la rouge du courage et de la lucidité. Et donc pour Neo, qui choisira la seconde, il s'agira d'apprendre les règles de la matrice. Pour être en mesure de les déconstruire et de s'en affranchir, s'aguerrir
et non s'endurcir, ça c'est un concept fondamental pour notre résistance, s'aguerrir et non s'endurcir, cultiver la vigilance, le détachement, la quiétude intérieure, libère ton esprit, lui dit Morpheus, et les apprentissages physiques du programme de type Kung Fu. Et donc, ayant choisi au tout début du film de suivre le réveil de sa conscience, de sortir de la bulle d'enfermement perceptif, eh bien, Neo découvre que la Matrice 1 est un univers complètement dramatique, captif de l'intelligence artificielle, dans des usines bioénergétiques, et c'est exactement ce dans quoi nous sommes actuellement. Alors, je vous présente ces images tellement terrifiantes de la première installation d'utérus artificiel au monde, mais donc vous avez des gens qui travaillent sur le fait de permettre que les femmes soient libérées de la charge terrible de la grossesse, que les bébés puissent naître dans des utérus artificiels, dans des gigantesques pouponnières, et en imaginant que ça va pouvoir remplacer les processus du vivant, et notamment toute l'affectivité, et tout le relationnel psychique entre un enfant à naître, sa mère et son environnement. Et on a même vu des experts qui ont suggéré d'utiliser des femmes en état de mort cérébrale comme mères porteuses. Si ça c'est plus d'amour, il faudra m'expliquer. Et donc se demande l'auteur, si on part du principe qu'il y a quelque chose de l'existence d'une matrice de type 2 explicite dans notre monde d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut déceler des architectures voilées sous l'amoncellement toujours plus dense de simulacres, d'absurdité, de non-sens, de contre-vérité, si vous voulez. Et donc il se demande, est-ce que ce serait uniquement dans la normalisation, analysée de longue date par Foucault et bien d'autres, des comportements et des pratiques. Une normalisation qui est aujourd'hui démultipliée par l'essor inouï des technosciences algorithmiques qui enregistrent, surveillent, formatent tout un chacun, comme nous l'avons vu dans les précédentes émissions, pour nous conduire à agir toujours plus artificiellement à notre insu, comme des machines prédictives. Par exemple, en suivant de manière infantile les injonctions des GPS politico-médiatiques. Autre hypothèse, la torsion néolibérale radicale et insidieuse, bien documentée par exemple depuis plus de 3 décennies par le monde diplomatique, où on voit des normes et institutions onusiennes telles l'OMS, qui sont très très dangereux, dérégulées au profit d'intérêts privés et qui sont soustraites à l'intérêt général, qui donc deviennent des espèces de super-gouvernements antidémocratiques qui veulent prendre le pouvoir sur les États et les populations. Ou encore, souligne l'auteur, parce qu'on le voit là encore, dans des stratégies de paupérisation, d'appauvrissement, si vous voulez, économique, et de destruction des États, en premier lieu européens, par la ruse, pour restructurer et homogénéiser les sociétés humaines. Et ça, c'est une hypothèse actuellement interdite. Inconfortable, on n'a pas le droit d'en parler ni dans les médias, ni dans l'univers académique, mais pourtant, souligne l'auteur, l'éthique de la recherche et l'honneur de la science obligent à poser, au vu de la convergence têtue d'innombrables indices issus de champs multiples. Et lui souligne que, dans le contexte global de soutenabilité écologique, qui est une vraie question, bien sûr, mais on est en train d'assister à une forme de restructuration techno-féodale sous une imprégnation discrète du modèle centralisé chinois, placé sous le signe de la 4e révolution industrielle, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognition, qui voit l'accentuation des rentes de profits monopolistiques, c'est-à-dire ce capitalisme de connivence. On nous fait croire que c'est un libre marché avec la concurrence entre des acteurs, mais c'est faux. C'est un capitalisme de connivence. On donne toutes sortes de privilèges et on réserve des marchés de façon monopolistique à certains acteurs et on tue les forces économiques vives de la société. Et donc des dominances de plus en plus fortes au détriment des populations et des inutiles, toujours plus assistés. Et on voit par exemple se généraliser la proposition faite aux gens, par exemple en situation de handicap, de « Ah, est-ce que vous préféreriez pas mettre fin à votre vie ?»
Une Canadienne qui demandait l'installation d'une rampe pour son fauteuil, rampe d'escalier pour son fauteuil, elle est en chaise roulante, dans sa maison, s'est vue demander « Mais est-ce que vous préféreriez pas plutôt faire un suicide assisté ?» Alors le concept de techno-féodalisme, il a été développé dans un ouvrage par Cédric Durand, et l'idée c'est qu'avec la digitalisation du monde se produit en réalité une très forte régression, retour des monopoles, comme nous venons de le dire, dépendance des sujets aux plateformes, brouillage de la distinction entre l'économique et le politique, et donc des processus sociaux qui relèvent de plus en plus du féodalisme. Et bien sûr, avec cette guerre de l'information de 5e génération qui distille le virus de la peur essentiel pour le contrôle des narratifs et la fabrication du consentement, à des finalités de contrôle social et peut-être même déjà de transformation de l'humain. Et les injections géniques, on a le soupçon qu'elles visent à modifier, fragiliser probablement, mais peut-être modifier le génome. Et donc, vous voyez, on est sur le seuil. Et même si c'est pas ce coup-ci qu'on cherche réellement à transformer le génome, on est en train d'arriver au seuil de cette tentation. Et puis, si l'on choisit de considérer le très important cracking de l'économie mondiale, qu'on a mis à l'arrêt par des confinements inédits et toxiques, pour des populations interdites de soins de proximité. Tout ceci pour lutter contre une épidémie jugée relativement ordinaire par les meilleurs spécialistes, comme Toubiana, Ioannidis, en non-respect de tous les bilans épidémiologiques prévus, et dans une avalanche d'anomalies selon les scientifiques qui ont travaillé à contre-courant de la doxa dominante. Ainsi qu'une religion vaccinale politico-scientiste qui a fait évidemment de nombreuses victimes. Et donc, pour cette constellation de scientifiques francs-tireurs, comme les appelle l'auteur et dont j'ai l'honneur de faire partie, tout ceci est révélateur d'une corruption systémique immensément plus grave qu'estimée, et où on panache finalement dans une crise globale, l'urgence climatique, entre guillemets, l'hyper-réalité financière, c'est-à-dire des réalités financières mondiales qui sont devenues complètement folles et décorrélées du réel, les enjeux ukrainiens et taïwanais, les désindustrialisations structurelles, les pénuries énergétiques paradoxales, c'est-à-dire créées. Si on n'avait pas fait péter Nord Stream et si on n'avait pas rendu fou le marché de l'électricité, notamment en mettant à l'arrêt un grand nombre de centrales nucléaires, on ne serait pas dans cette pénurie énergétique. Des simulacres démocratiques, un extrémisme désormais au centre, des urgences sécuritaires, à coups d'émeutes, d'envahissements et de crimes de sang, la tentation d'une identification numérique centralisée, les monnaies numériques de banque centrale, la vassalisation de l'Europe aux intérêts états-uniens, la tiers-mondialisation de la France et l'effondrement de l'Occident. Et donc, nous baignons actuellement dans une réalité augmentée. Le médiavers, dont parle Alexis Haupt, fait de chaînes de télévision en continu, de journaux à la solde d'un narratif frauduleux, des radios, des réseaux sociaux, des agents conversationnels, des trucages à venir, enfin toutes sortes de choses qui créent une espèce d'hydre à 1000 têtes, infiniment plus efficace auprès des masses, dit l'auteur, que la Pravda soviétique en ses heures de gloire. Et pour lesquels la critique classique des médias n'est plus d'actualité, elle est devenue obsolète. On est dans une hyper-réalité transmédiatique. Et la perception juste de la réalité a disparu pour ceux qui sont captifs de cet univers par corruption systémique de tous les référentiels sur les enjeux vitaux de société au profit du jeu illusionniste de simulacres hypnotiques, de storytelling addictif, c'est-à-dire d'histoires qu'on nous raconte encore et encore, mais pour nous polariser d'une certaine manière, et d'algorithmes profilés individuellement, comme je l'ai montré lors des dernières émissions, au profit du big data. Et donc, on voit effectivement ces verrous médiatiques liquides avec un lessivage de cerveau, où les informateurs sont manipulés autant que les informés. Les faits réels ont perdu toute importance.
au profit des construits de sens induits par répétition en hypersaturant les capacités perceptives et d'attention des foules passives et captives dans cette industrie opiumane où la disponibilité technique du faux devient illimitée. Donc à force de rappeler que le virus était hyper dangereux et faisait beaucoup de morts et que le vaccin sauvait des vies, vous voyez ce que je veux dire? À force de répéter ça jour après jour, après jour, après jour, après jour, que dit le Français ou le Suisse ou le Belge moyen à qui on pose la question? L'épidémie était très grave et les injections ont sauvé des vies. Et donc, on est vraiment dans cette post-vérité et cette désinformation généralisée avec des flux infodémiques de fake news, mais qui viennent du système et qui bloquent la vérité en prétendant que ce sont des fake news. Toujours ces renversements extraordinaires, avec des commissaires de la pensée et des épistocrates, ces fameux experts qui ne sont experts en rien en vérité, sur les plateaux de scènes télévisuelles, les fact-checkers jamais fact-checkés, et ce déshonneur porté sur toute dissidence scientifique, étiqueté de complotisme pour la disqualifier, ou même marqué du sceau infamant de l'extrême droite, voire de l'antisémitisme, jusque dans les pages de Wikipédia. Et donc voilà. Le seul antidote à ça, c'est d'écouter et de s'engager pour l'expression libre de toutes les multiples voix non alignées. Et donc réouvrir en grand l'espace des questions, les distances interprétatives, la diversité des points de vue pour reconstruire précisément des champs de vision panoramiques en complexité, avec de la subtilité et pas juste cette réduction imbécile entre pro et anti. Alors, nous en resterons là pour le constat, déjà effectivement assez ébouriffant, mais tellement vrai, tellement correspondant à ce qui existe autour de nous. Et dans l'épisode prochain, nous verrons comment cette involution sociétale actuelle, en fait, ressort d'une responsabilité collective qui pousse, c'est ce qu'espère l'auteur et moi avec lui, un réveil généralisé des consciences pour activer d'autres alternatives plus positives, meilleures. Les sciences de l'information et de la communication peuvent être des vecteurs en ce sens, parce que ça nous permet de décrypter la réalité de ce qui nous est dit, de faire ce travail de comparaison avec le réel, et nous verrons que tant Matrix qu'Avatar nous donnent effectivement des pistes sur quel est ce goulot d'étranglement par lequel nous sommes en train de passer, et ce qu'il s'agit d'atteindre pour pouvoir grandir dans notre compétence d'humanité, non pas dans le sens dit par Klaus Schwab, mais dans le sens d'une humanité qui grandisse suffisamment pour sortir de la répétition des pièges et des souffrances du passé. Bon week-end à vous et à lundi.